plusieurs dizaines à nous avoir rejoints ce matin sur Zoom. Je vous propose de démarrer notre nouveau webinar hein, après plusieurs semaines, quelques mois d'interruption pour cause de break estival et après une reprise remarquée lors de la Paris Retail Week avec plusieurs sessions consacrées au retail média. La Mobile Marketing Association organise ce matin un nouveau petit déjeuner webinar Drive to Store, retour d'expérience et tendance 2021. Un immense merci à nos partenaires Adot, Bonial, Solocal et Waze Ads qui prendront la parole dans quelques instants pour rendre cet événement possible. Je vous accompagnerai donc, au cours de cette matinée, une matinée assez compacte hein, avec plusieurs temps forts. D'abord un accueil de Vadim Vichman qui est déjà en ligne. Bonjour Vadim. Ensuite, on aura une présentation du groupe de travail Drive to Store par Fabien Dutrieux. On évoquera aussi l'expertise d'Adot en matière de Drive to Store, comment augmenter ses ventes de façon significative grâce au Drive to Store avec Delphine Dessau. On évoquera aussi la digitalisation du catalogue pour générer toujours plus de trafic en point de vente avec Bonial. La nouvelle donne pour le magasin et les consommateurs post-crise avec Solocal. Et enfin, la mobilité, maillon clé d'une stratégie omnicanal avec Waze. On démarre donc tout de suite par un mot d'introduction de la part de Vadim. Pardon. Vadim, bonjour, tu nous entends? Très bien, merci Jérôme. Pour, Rapporteur de la commission de la publicité mobile de la Mobile Marketing Association. C'est à toi. c'est ça, merci beaucoup pour cette pré-introduction et l'agenda. Effectivement, ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant que je suis rapporteur de la commission publicité mobile à la Mobile Marketing Association France. Un petit mot peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ou mal l'association. C'est une association qui est présente dans le monde entier, hein, donc il y a des bureaux dans beaucoup de pays aux US et dans beaucoup de pays en Europe. On a la chance dans notre association en France d'avoir plus de 140 sociétés membres, dont une soixantaine de sociétés actives dans la commission publicité mobile. Donc c'est chouette, c'est très dynamique. On a beaucoup d'événements tout au long de l'année, notamment avec 4 groupes de travail spécifiquement dans la commission publicité mobile, un sur la créativité, un sur la convergence, donc la synergie du mobile avec les médias traditionnels, un sur l'audio digital qui a été relancé il y a peu, et l'historique, le Drive to Store, qui est le socle de cette commission publicité mobile, qui est effectivement animé de façon très dynamique par Fabien. Et effectivement, on est ravis de voir ce dynamisme autour du Drive to Store qui, est effectivement, sur ces 2 dernières années, on va dire, a été un peu bousculé avec effectivement cette histoire de Covid et de confinement. Et donc la fermeture des points de vente et donc forcément l'activation de solutions Drive to Store de façon plus ponctuelle ou plus modérée. On voit qu'il y a une belle relance sur ces activations-là parce que les retailers ont besoin de générer du trafic dans leurs points de vente. C'est évident, surtout avec la réouverture, je vais dire récente, c'est relatif, mais plutôt récente, on va dire, des différents points de vente. Donc voilà, donc c'est vrai que ce GT est très dynamique. Fabien va vous expliquer effectivement les membres et tout ce qui s'y passe dedans. Et donc Mhm. n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont soit pas membres de l'association, soit pas forcément actifs dans ce GT-là, à nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir de vous accueillir. Ouais, une commission évidemment très très dynamique. On rappelle peut-être, Vadim, quelques grands chiffres hein, sur la publicité mobile. C'est aujourd'hui à peu près quoi, les 2 tiers du marché. On va franchir les 4 milliards d'euros, j'imagine, d'investissement cette année. C'est Oui, le segment le plus dynamique aujourd'hui dans le marketing. exactement. Et en termes de trafic digital, ça y est, bon, chaque année, c'était la blague c'est l'année du mobile. Hein, ça, on se les fait régulièrement, mais ça y est, ça a dépassé déjà depuis quelques temps, mais là, de façon beaucoup plus forte, le trafic digital sur mobile dépasse évidemment celui du desktop voilà, au global. Ouais. Donc c'est, ça Et y on est, voyait, on on y est. voyait avec des chiffres à penny hein, hier qui rappelaient que 3,6 heures par jour et par Français sur le mobile, contre environ 2,5 pour la télévision. Donc on voit vraiment hein, le changement aujourd'hui de paradigme dans cet univers et l'importance d'une commission dédiée à la publicité mobile. Complètement le siècle du mobile, comme tu dis, Raphaël. La décennie, ouais, la décennie. Très bien, merci beaucoup hein, Vadim pour ce mot d'introduction. On va donner la parole du coup à Fabien. Fabien Dutrieux, lead du groupe de travail Drive to Store dont parlait Vadim. Fabien, le Drive to Store, c'est le sujet du moment hein, en matière de publicité mobile et le confinement et la crise Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jérôme. Euh,
En effet, le Drive to Store est au cœur des préoccupations des distributeurs, des marques en ce moment. J'ai le plaisir d'être le responsable du groupe de travail Drive to Store au sein de la MMA depuis près de 2 ans maintenant. C'est, comme le disait Vadim, un groupe de travail qui est très dynamique et qui a la chance d'être très représentatif du marché, puisqu'on est plus de 20 sociétés membres dans le groupe de travail Drive to Store. Donc là, on peut passer la slide parmi, par exemple, toutes les sociétés que vous pouvez voir membres du groupe de travail. On se réunit régulièrement pour échanger sur nos problématiques communes et fournir au marché des livrables permettant d'évangéliser les solutions médias mobiles Drive to Store et apporter, on le verra par la suite, beaucoup de clarté sur les technologies et les offres du marché. Ah, Donc, il y a quasiment tout le marché, effectivement, et beaucoup d'entreprises européennes et françaises, hein. exactement. Alors, on est une vingtaine de membres dans le groupe de travail Drive to Store, ce qui nous permet d'être vraiment représentatif de cette industrie. Et comme le disait Vadim, bonne nouvelle, les Français reviennent en magasin après de longs mois de confinement et une période assez importante pendant lesquelles les commerces dits non essentiels étaient fermés. Les Français reviennent en magasin et la plupart d'entre eux même envisagent de dépenser davantage au cours des 6 prochains mois dans les magasins physiques. On a 13% des Français qui déclarent envisager d'acheter davantage dans les magasins physiques au cours des 6 prochains mois, selon Kantar. Et c'est plutôt cohérent. Les Français ont toujours aimé le magasin physique, puisque le magasin physique, c'est l'occasion d'être surpris à nouveau, de trouver des choses qu'on n'avait pas forcément cherchées pour 55% des consommateurs. C'est le plaisir de retrouver une interaction humaine pour 46% des consommateurs. Et c'est le plaisir de vivre des expériences uniques pour 43% des consommateurs. Donc les Français se rendent toujours dans les magasins physiques avec plaisir, comme le dirait une célèbre enseigne alimentaire. Et donc, une large proportion des ventes sont toujours réalisées en magasin, bien que le e-commerce progresse et va continuer très certainement de progresser dans les prochaines années. La vente en magasin physique reste très majoritairement supérieure. On Alors, est sur les dernières estimations. Oui, pardon, Jérôme. donc là, on voit les ventes e-commerce. Donc, pour déduire les ventes offline, il suffit de faire 100 moins ça, c'est ça? Exactement, oui, oui, exactement. On est à peu près à 87%, 89, pardon, 89% des ventes qui sont réalisées en magasin cette année. Et les projections nous amènent à 87% des ventes en magasin en France d'ici à 2025. Donc le e-commerce progresse, mais les ventes en magasin restent le nerf de la guerre pour les distributeurs, et ce, partout dans le monde, avec une tendance très forte en France, mais partout dans le monde, même aux USA, les ventes en magasin restent majoritaires. C'est vrai qu'on a parfois en tête des chiffres plus élevés pour le e-commerce, mais souvent, on oublie d'y mettre l'alimentaire. Or, l'alimentaire, c'est une grosse part, évidemment, des ventes de détail, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc l'alimentaire pèse beaucoup dans ces résultats. La situation est bien sûr différente en fonction des secteurs d'activité, euh, mais au global, on a une très grande partie en effet des ventes toujours réalisées en magasin. D'accord, donc environ 90% aujourd'hui, 85% demain, donc ça restera dans les deux cas extrêmement majoritaire. Et donc la priorité, c'est évidemment de générer du trafic en point de vente. Exactement. Et donc les annonceurs investissent toujours plus en Drive to Store, c'est ce qu'on peut observer, et ont l'intention de développer leurs investissements Drive to Store. Selon une dernière étude menée par S4M, 77% des professionnels prévoient d'augmenter leurs investissements en Drive to Store en 2022, ce qui montre vraiment le dynamisme de cette industrie et le développement des pratiques Drive to Store à venir dans les prochaines années. Et au sein du Drive to Store, donc on peut avoir une multitude de médias offline, online. Ce qu'on remarque également, c'est une percée du digital dans la préparation d'achat. Donc ça fait déjà de nombreuses années que l'on s'en parle. Mais les usages continuent de progresser et
prochaine slide, on peut voir que 56% ou 58% pardon, des ventes en magasin sont influencées par le digital et le seront d'ici à 2023. Donc, on a toujours des ventes qui se réalisent en magasin, mais des ventes influencées toujours plus par le digital. Et donc, naturellement, les annonceurs investissent sur le média digital. Quand on regarde les résultats du dernier observatoire BUMP mené par Kantar, on observe très nettement le dynamisme du digital dans les investissements médias avec plus 42% de croissance par rapport à 2022 en 2021. Alors ça, ce sont les chiffres du premier semestre, hein, c'est ça? Exactement. Alors, on prend le temps de les lire, on voit effectivement que non seulement le digital est désormais largement supérieur aux médias linéaires, mais la croissance s'accélère pour le digital, alors que les médias linéaires sont en retrait de plus de 2 points en 2019, ont une croissance plus faible. Oui, ce qu'on peut observer ici, c'est vraiment la tendance et la croissance et le média digital au sens large est en forte croissance sur cette année 2021. Et ça va se renforcer, évidemment, dans les années qui viennent. Exactement. Donc, le besoin pour les annonceurs sera de pouvoir mesurer l'impact réel du digital avec beaucoup de données très fiables, des méthodologies robustes, mais surtout une approche, c'est ce qui est noté sur la prochaine slide, Juste, qui est... oui, pardon. pardon, je t'interromps. Je vois sur le slide du milieu CP et ISA. ISA, c'est imprimé sans adresse. C'est ce qu'on appelle les prospectus. C'est un levier qui est aussi en train de se transformer et qui concerne, j'imagine, le Drive to Store en premier lieu. Oui, et il concerne tous les secteurs d'activité. Bien sûr, en premier lieu, la distribution alimentaire, mais pas que, aussi la distribution non alimentaire. Historiquement, pour générer du trafic en magasin, l'imprimé sans adresse était un levier incontournable. Il l'est toujours, d'ailleurs, le prospectus est toujours un levier très important pour les distributeurs. Il représente une part des investissements médias très importante, et à juste titre, puisqu'il est très efficace. Cependant, on observe plusieurs choses. On observe des consommateurs qui sont de plus en plus enclins à consulter les offres des distributeurs sur le digital. Et on observe également un contexte législatif qui évolue fortement, euh, notamment poussé par les projets de loi, notamment le projet de loi climat. Et concernant ce support, en 2022 et pour 3 ans, sera expérimenté le WePub, c'est-à-dire euh, l'opposé du stop pub, et donc le fait d'interdire dans certaines collectivités territoriales le dépôt de prospectus dans les boîtes aux lettres qui n'afficheraient pas un WePub. Donc c'est la logique opt-in appliquée à la boîte aux lettres. En tout cas, c'est clairement un levier qui est en cours de dématérialisation. D'ailleurs, nous allons reparler dans quelques minutes. Oui, je crois que Geoffroy va en parler juste après, un peu plus en détail. Donc, des investissements de plus en plus forts en digital, digital to store, et donc qui nécessitent bien sûr pour les annonceurs un référentiel unique, une mesure à l'aide de tiers de confiance. D'ailleurs, il y a beaucoup de mesureurs tiers de confiance au sein du groupe de travail Drive to Store, et de la transparence dans les données. C'est devenu vraiment l'enjeu principal pour les annonceurs en termes de Drive to Store. Donc, une initiative a été menée il y a déjà depuis quelques années au sein de la MMA, conjointement avec les agences médias. Donc, ça, c'est sur la prochaine slide. Hop. C'était celle d'avant. Donc, l'initiative vise à réunir donc les agences médias, le CESP, le Centre d'études des supports publicitaires, pour construire vraiment un référentiel unique que l'on a appelé donc le Drive to Trust, conjointement avec les agences médias membres de la MMA. Ce dispositif vise à certifier les acteurs du marché Drive to Store et à les labelliser de 3 manières. Donc, nous avons développé 3 labels au sein de la certification Drive to Trust, qui sont affichés juste après. Le label Right People, qui valide la qualité des données et des inventaires qui proposent donc les segments d'audience issus des données de géolocalisation. Donc, ici, on vise à certifier les segments d'audience proposés par les acteurs du marché.
le label Right Place qui vise cette fois à certifier les données de ciblage publicitaire, de géolocalisation, et le label Right Performance qui vient d'être lancé il y a quelques semaines, qui vise à certifier les solutions proposant de la mesure de trafic Drive to Store. Donc ces labels permettent de répondre aux différentes problématiques des annonceurs et proposent un référentiel unique sur le marché. On a déjà des sociétés qui sont bien sûr certifiées par le label Drive to Trust. Alors ici, vous pouvez voir les 12 sociétés à ce jour certifiées avec des labels qui peuvent être différents. Et si je ne me trompe pas, aucune d'entre elles avec le label Right Performance, puisque c'est un label qui vient d'être lancé. Autre enjeu, Ok. oui, pardon. Le baromètre? Oui, autre enjeu pour les acteurs du marché, c'est de pouvoir se comparer, pouvoir comprendre les bonnes pratiques et les tendances du secteur. C'est pour cela qu'on a le plaisir de lancer le premier baromètre représentatif du marché Drive to Store, qui est réalisé donc avec une vingtaine d'acteurs du Drive to Store et qui est administré, analysé par Apidemix, société de sondage. C'est un baromètre qu'on a co-construit avec l'ensemble des acteurs du Drive to Store et notamment en partenariat avec Adot, Bonial, Solocal et Waze. C'est un baromètre qui est à destination des distributeurs, des marques également qui ont des enjeux Drive to Store et des agences médias, avec des thématiques qui couvrent l'ensemble des problématiques Drive to Store, comme les budgets investis en Drive to Store, les stratégies, comment les entreprises se staffent pour prendre en compte les enjeux du Drive to Store, à qui elles font appel pour pouvoir aller encore plus loin sur ces problématiques, quels sont les dispositifs médias qui sont activés par les acteurs du Drive to Store et notamment les annonceurs. Comment les annonceurs aujourd'hui mesurent les performances du Drive to Store, avec quelle méthodologie, avec quel tracking, avec quel KPI, et comment elles souhaitent le faire demain. Ce sont un peu toutes les problématiques qu'on essaye de couvrir à travers ce baromètre, afin de permettre à chacun de pouvoir se comparer en termes de budget, de stratégie, d'usage, etc. Donc c'est un baromètre qu'on a le plaisir de lancer depuis hier. Il est disponible. Il est réalisé donc par l'AMMA et Apidemix en partenariat avec les 4 sociétés que j'ai citées. Il sera public. Nous dévoilerons les résultats le 1er décembre. Et donc, vous pouvez faire partie des premiers répondants de ce baromètre. Et la MMA a le plaisir d'offrir 50 € de chèque cadeau, valable dans de nombreux points de vente pour les 100 premiers répondants, distributeurs, marques et agences médias. Donc, si vous avez 5 à 10 minutes ce matin, n'hésitez pas à répondre à ce baromètre. Le lien est... C'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure, exactement. On est très, très ravis de pouvoir faire ce geste. Donc, n'hésitez pas à répondre. C'est pour les 100 premiers répondants. Le baromètre vient d'être lancé. Donc, en répondant ce matin, vous avez toutes les chances d'être dans les 100 premiers répondants. Le lien vous sera envoyé par email à la suite du webinaire. Le répondre au questionnaire prend entre 5 et 10 minutes. Donc, n'hésitez pas, et ça vous donnera également accès aux résultats en avant-première. Donc, vous recevrez avant tout le monde les résultats. On espère que ce baromètre permettra en tout cas aux annonceurs, aux agences, aux marques, de pouvoir avoir une meilleure compréhension des pratiques Drive to Store et de pouvoir se benchmarker par rapport au marché. Très bien, merci Fabien. Et on le comprend, hein, ce groupe de travail Drive to Store travaille beaucoup avec évidemment ces lancements de labels et maintenant le lancement de cette étude. Donc merci beaucoup Fabien pour ces éléments. L'heure tourne, je vois qu'il est déjà 9h20. On va donner la parole à notre premier partenaire. Pardon, excusez-moi. Voilà, Delphine Dessau, est-ce que tu es avec nous? Là. Bonjour Bonjour Jérôme. Delphine. Alors, tu es Head of FMCG chez Adot et tu vas nous proposer un retour d'expérience sur un cas, Café Royal. Comment augmenter ses ventes de façon significative grâce au Drive to Store? Nous t'écoutons.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être là ce matin avec vous pour pouvoir présenter justement ce case qui est un case CPG, un produit de grande conso, donc ce qui peut être un petit peu étonnant dans le cadre d'un petit déjeuner dédié au Drive to Store qui est majoritairement préempté plus par le retail. Mais vous allez voir que le DTS, quand on va le coupler avec des mesures d'efficacité, peut être un levier redoutable pour les acteurs du CPG. Et donc, on va voir ce qu'on a fait pour Café Royal. Alors, pour Café Royal, je vais vous donner déjà un petit contexte de marque. Café Royal a lancé une nouvelle communication très axée RSE sur une catégorie de produits qui est extrêmement disputée, qui est le café en dose compatible Nespresso et qui a voulu se démarquer justement grâce à son positionnement sur l'éco-responsabilité, en plus des USP produits que sont la saveur, les arômes, etc. Donc, ils avaient un double enjeu de branding, de notoriété, parce que ça reste une petite marque sur cette catégorie comparé à certains leaders sur la catégorie. Donc, un enjeu de branding pour pouvoir émerger et un enjeu de drive to store pour pouvoir vraiment descendre le funnel finalement et amener les gens au magasin pour acheter leurs produits. Donc, Café Royal a fait appel à nous. Et là, on leur a proposé un dispositif finalement qui est le reflet de toute l'expertise ADOT, c'est-à-dire de capitaliser sur la connaissance des audiences affinitaires pour pouvoir optimiser l'efficacité des campagnes. Donc, on a proposé un dispositif full funnel qui allait se baser sur les learnings d'une campagne qu'on avait fait un an auparavant, en 2020, qui a été source de beaucoup d'enseignements et sur laquelle on s'est basé pour pouvoir déployer toute cette activation. Alors, juste un petit point justement sur ces deux phases, une fois qu'on a reconstruit les cibles affinitaires, que sont le branding et le drive to store. Le drive to store, c'est un levier qu'on maîtrise particulièrement bien chez ADOT. Le retail et l'automobile, du reste, sont dans le top 3 des industries aujourd'hui qui structurent notre chiffre d'affaires avec le CPG. On a du reste la labellisation Drive to Trust sur le Right People, dont on est très fiers. Alors, la particularité, au-dessus du fait qu'on se base sur la connaissance des audiences, c'est qu'on a proposé à Café Royal, en fin de campagne, de mesurer l'impact en 360 degrés de cette campagne et de tous les leviers qu'on aura activés. Et on va rentrer dans le détail. Alors, on parle de la première étape, c'est ça, la reconstruction et le décryptage des audiences affinitaires. Alors effectivement, cette étape, elle est clé, comme je vous le disais, elle sera la clé de voûte de toute l'efficacité de ce dispositif. Alors en 2020, on avait mené une campagne avec Café Royal, comme je vous le disais, riche d'enseignements. À chaque fin de campagne chez ADOT, on restitue ce qu'on appelle un profiling des audiences engagées, donc sur la base de nos données first party, sur lesquelles on va revenir juste après, et qui nous a permis de détecter 4 personas qu'on a reconstruit de façon extrêmement granulaire et sur laquelle on a capitalisé. Donc, le first step pour cette activation en 2021, ça a été de construire ces cibles marketing sur la base de nos données. Et l'avantage qu'on a chez ADOT, c'est qu'on ne travaille pas avec un seul faisceau de données, mais avec plusieurs faisceaux de données qui vont être très complémentaires. De la donnée socio-démo, de la donnée comportementale, de la donnée intentionniste et même déterministe. Pour rappel, on a accès à la donnée de VP, qui est non seulement extrêmement granulaire, socio-démo, e-commerce, mais qui est aussi extrêmement volumineuse. Donc, en plus d'avoir une donnée qui va être variée, qui va être de qualité, on va avoir une donnée de très, très forte volumétrie qui nous permet de rentrer dans cette granularité. Et Delphine, sur ce point, on peut peut-être rappeler aussi que VP ne fait pas que de la mode, que c'est une plateforme qui s'est évidemment élargie aussi à des sujets liés aux produits de grande consommation. Exactement. Alors, sur VP, on va retrouver à peu près plus d'une trentaine d'industries qui sont représentées et pour lesquelles on peut acheter les produits. C'est plus de 7000 marques qui sont vendues sur VP et ça va aussi bien du prêt-à-porter aux produits de grande consommation à des billets pour du cinéma ou aller à Disneyland ou même des vacances. Donc, c'est extrêmement large et ça nous permet d'avoir du coup un éventail très, très large au niveau du comportemental achat pour reconstruire les cibles. Voilà. Et ADOT a un accès exclusif à ces données, puisque c'est votre actionnaire. Exactement. Tout à fait. C'est de la data first party exclusive sur le marché. Et donc, voilà. Une différenciation. Ouais. Et c'est une vraie différenciation pour le coup, et c'est une vraie valeur ajoutée dans notre proposition de valeur pour les annonceurs.
Alors, comme on le disait, on a identifié 4 personas. Voilà comment est-ce qu'on en a reconstruit une, qui était les Environment Lovers. On avait effectivement un gros enjeu sur cette communication RSE. Donc, d'un côté, les données e-commerce VP, où on est allé cibler les personnes qui achetaient régulièrement des produits bio et healthy. Des données comportementales de navigation média, en allant cibler les personnes, du coup, qui manifestaient une appétence particulière pour tous les sujets liés à l'environnement, au recyclage, à la RSE, à l'écologie. Et enfin, des données de mobilité, où là, on a pu aller cibler les personnes qui se rendent régulièrement dans des enseignes de distribution bio. Et voilà, en agrégeant toutes ces typologies de données, ça nous permet de reconstruire de façon très granulaire un profil parmi les 4 qu'on va vouloir aller cibler. Voilà, donc ça c'est pour la première étape. Une fois qu'on a reconstruit les cibles et qu'on les a bien identifiées, on passe à l'activation. Alors, première chose, on a récupéré les assets créa de Café Royal qu'on a confiés à notre studio. Et notre studio a enrichi ces créas pour les optimiser pour une diffusion en cross-device. Donc, on a scénarisé cette campagne en 2 temps. La première phase, comme je vous le disais, double objectif, branding, et on descend dans le funnel pour arriver jusqu'au DTS et potentiellement jusqu'à la phase d'achat. Sur cette première phase de branding, on a activé de la vidéo, donc des formats vidéo, sur desktop, mais aussi sur mobile. On a enrichi les players vidéo en les habillant pour pouvoir travailler la mémorisation de la marque et la présence de Café Royal tout au long de la lecture de la vidéo. On a diffusé une première vidéo de 15 secondes. Les personnes ont vu la vidéo jusqu'au bout et dans ce cas-là, on passe à la phase 2. Et s'ils ne l'ont pas vue, on les réexpose à un format plus court de 10 secondes. Sur la deuxième phase, une fois qu'on a fini cette première phase de branding, on va réadresser toujours nos 4 personas, nos cibles affinitaires, mais en plus, on va aller réadresser les personnes qui ont complété la vidéo pendant la première phase et on va même en créer des lookalikes puisqu'on sent qu'ils sont extrêmement affinitaires. Et on passe à la phase 2. On descend dans notre funnel et on expose les personnes à une campagne display, là pour le coup 100% mobile, qui va les mener au clic justement vers une petite Google Map, donc une landing page sur laquelle on a une Google Map, qui va les renseigner sur le magasin le plus proche où on va trouver la marque Café Royal et les EAN qui seront soutenus notamment dans le cadre de cette campagne. Alors le but du jeu, bien évidemment, une fois qu'ils se sont rendus en magasin, c'est d'espérer qu'ils vont acheter le produit et ça, on va pouvoir le mesurer à travers différents KPI. Et on peut passer du coup à notre troisième étape. Ah ben voilà, l'habillage du player Ah vidéo. pardon, excusez-moi, ouais, il C'est pas fallait que je grave. clique. Alors, la mesure d'impact, elle est clé. Comme vous le savez, les annonceurs ont besoin de rationaliser les dépenses médias. Ça va être très, très important pour eux de poser à chaque étape du funnel des KPI qui soient adaptés. Donc, sur la partie branding, on avait des KPI de visibilité. Pour la considération de complétion, pour la vidéo, c'est-à-dire les personnes qui vont regarder jusqu'au bout. Pour la partie Drive to Store, des mesures très granulaires qui vont du nombre de visites, visite incrémentale, au coût à la visite incrémentale, le temps passé entre l'exposition et la visite en magasin, etc. Les ventes en magasin qui, là, sont mesurées par un mesureur tiers, Marketing Scan en l'occurrence, qui nous a restitué, donc du coup, l'uplift de vente en valeur, en volume, mais aussi le calcul du ROAS. Et enfin, un brand lift qu'on a opéré en interne avec un post-test, avec des petits questionnaires qu'on a diffusés online aux personnes exposées à la campagne et non exposées, où on a pu mesurer différents items, dont la notoriété et l'intention d'achat. Et donc, les On résultats… partage quelques chiffres. Oui, parce que c'est quand même le plus important et c'est surtout ce qui va nous démontrer l'efficacité de la démarche. Alors, au-delà du nombre de profils uniques qu'on a pu toucher, puisque c'est vrai que nous, on travaille, c'est une particularité en cross-device, ça nous a permis d'optimiser le reach on target tout en maîtrisant le capping de répétition. On était en dessous de 2 sur cette campagne et on a pu toucher 4 millions de profils uniques. On a eu un taux de complétion vidéo qui était au-dessus des objectifs que nous avait fixé Café Royal, qui était de 70%, donc 8 points au-dessus de l'objectif. Sur le nombre de visites incrémentales générées par la logique Drive to Store, on était à 100 000 visites incrémentales, donc ça concerne un uplift de 55% en moyenne, c'est
énorme. C'est assez rare qu'on ait des chiffres aussi importants. Idem sur les ventes, puisqu'on a eu un uplift de vente en valeur de l'ordre de 30%. Travaillant sur le CPG, pour vous dire, on oscille en général entre 5 et 15%, mais 30%, c'est assez exceptionnel. Et un ROAS de la campagne de l'ordre de 5. Café Royal nous disait qu'en général, sur des campagnes dont l'accent est mis sur le haut de funnel, puisque ça reste quand même notre métier, on ne fait pas de campagne on-site à proprement parler, le ROAS tourne en général autour de 1,8, 2,1. Voilà. Mais 5, c'est assez exceptionnel, on en est très fiers. Du coup, Voilà. j'imagine que vous en étiez très fiers, mais que le client était aussi très content. Et alors le client était extrêmement content. Voilà, Aline n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Cependant, elle nous a donné un petit témoignage qui résume bien finalement la force de ce dispositif. Donc, capitaliser sur des learnings pour renforcer le ciblage, ça a vraiment été clé, mais surtout dans un objectif de pouvoir raccourcir le chemin dans le tunnel de conversion entre le haut du funnel et le bas du funnel pour partir de l'attention jusqu'à l'acte d'achat. Voilà. Pour mon case. Alors moi, je serais absolument ravie de continuer ces échanges avec vous tous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter avec le contact qui est ici et on pourra même prendre un petit café ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider dans vos activations. Voilà pour moi. Un café royal, j'espère. Bien évidemment. Très bien, merci beaucoup Delphine pour ce très beau cas qui montre évidemment aujourd'hui la maturité de ces solutions, cette capacité à accompagner des marques aussi et pas simplement des retailers sur le Drive to Store. Et n'hésitez pas à rajouter Delphine, donc je crois que c'est un lien vers son profil LinkedIn, elle serait ravie de vous en dire plus. On enchaîne avec un second témoignage de Geoffroy Sterrin. Bonjour Geoffroy. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. SVP Sales and Strategy chez Bonial, la société où travaille également Fabien, qui nous a donné quelques éléments tout à l'heure sur le Drive to Store. Et avec toi, on va parler ce matin de la digitalisation du catalogue pour générer toujours plus de trafic en magasin. On t'écoute. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Delphine pour le partage, super intéressant. Donc, c'est vrai que tu as parlé pas mal de données. On va nous parler d'un cas Auchan avec qui on travaille beaucoup. Et avant d'arriver sur ce cas précisément, je voulais revenir sur quelques éclairages sur la manière dont justement il faut convaincre les consommateurs de venir en point de vente. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils se déplacent dans les magasins? Et je dirais qu'on a deux critères principaux qu'il faut avoir en tête. Le premier étant que les consommateurs français aiment savoir quel est le prix du produit qu'ils recherchent avant de se déplacer en point de vente. Ça peut paraître effectivement assez normal, mais voilà, c'est vrai que tout à chacun, on est content de savoir à quel prix, entre guillemets, à quelle chose on va être mangé pour faire qu'on va vraiment se déplacer dans le point de vente. Le deuxième critère qui revient souvent chez les consommateurs, c'est la promotion, ce fameux sujet donc, lié au catalogue comme tu l'évoquais, puisque souvent les promotions sont regroupées dans un catalogue chez nos distributeurs. Et donc, on s'est intéressé via une étude qu'on avait menée cette année sur le seuil finalement qui peut déclencher la visite pour les consommateurs. Et en fait, on se rend compte que c'est assez différent en fonction des catégories. Alors pareil, sans trop de surprises peut-être, certaines catégories sont plus finalement promo… Fil. Ouais, exactement, promo fil que d'autres. Certains produits, typiquement, si vous travaillez dans les vins spiritueux, vous avez peut-être besoin de moins de discount pour convaincre un consommateur. Les consommateurs, déjà à partir de 30-40%, vont être assez sensibles à cette promotion sur les vins spiritueux. Il faut se dépêcher, c'est bientôt la fin des foires au vin, là. Et ouais, c'est vrai, tout à fait, Jérôme, dépêchez-vous. Encore un peu, nous dit-on dans l'oreillette. Mais c'est vrai que sur la mode, c'est un marché quand même beaucoup plus drivé par la promo. Et donc là, il faudra avoir des taux de promotion affichés un peu plus importants pour convaincre le consommateur. Autre point d'éclairage qu'on voulait avoir, c'est que vous apporter, c'est que le consommateur français est particulièrement en plus attaché à cette notion-là. On est un peu les champions du monde de cette notion de prix, de promotion par rapport à nos petits amis, j'allais dire européens, mais pas que. C'est vrai que c'est une étude Google Trends qui montre que toutes les recherches liées à pas cher en France ont plutôt eu tendance à augmenter de 2004 à 2020, au détriment de la recherche liée par exemple à des choses comme les meilleurs produits. Et c'est vraiment une tendance inversée par rapport au reste du monde. Donc meilleur, c'est la courbe jaune et on voit qu'elle est en déclin en fait. Et à l'inverse, le pas cher a beaucoup progressé et les deux courbes vont se croiser. Et alors, ouais, peut-être que les courbes vont se croiser. C'est vrai que je ne suis pas devin, mais en revanche,
Ce qu'on peut se dire en ce moment, c'est que On sent que c'est la le tendance. pouvoir d'achat est plus que jamais d'actualité en ce moment en France. Donc, ouais, il y a des chances qu'en 2021 et en 2022, la courbe continue de grandir pour le côté pas cher. Les Français sont particulièrement sensibles à ça en ce moment. Et donc, voilà, c'est vrai que d'un point de vue contenu, on va dire que c'est vrai que c'est important d'afficher les prix que vous proposez à vos clients, c'est important d'afficher les promotions. Quand on se parle de prix d'ailleurs, on n'est pas forcément obligé d'afficher une promotion. Je donne souvent un exemple, si vous voulez regarder quelque chose, c'est ce que fait Decathlon, ils sont vraiment très forts là-dessus. Il n'y a pas de promotion chez Decathlon, pourtant ils arrivent à nous attirer parce qu'ils arrivent à vraiment bien valoriser le produit en fonction de son prix. Donc, ce n'est pas forcément une question de promotion, c'est vraiment une question d'afficher le prix et les bénéfices produits. C'est ça qui va vraiment tenter un consommateur de venir dans les magasins. Et en fait, l'autre éclairage qu'on voulait apporter, c'est que voilà, une fois qu'on dit qu'il faut pousser des prix, des promotions, des offres, finalement, c'est sur quel canal il faut le pousser. Et donc là encore, on a voulu s'appuyer sur une étude qu'on a fait auprès des consommateurs. C'est finalement peut-être comme ça qu'il faut toujours driver sa stratégie par le client. Et donc, le consommateur, il est de plus en plus enclin à se renseigner sur le digital. 58% d'entre eux vont rechercher des prix, des promotions justement par une source digitale. Quand avant, c'était plutôt par les médias uniquement traditionnels. Donc, ça reste quand même assez équilibré, je dirais. Et c'est ce qui va faire en fait la complexité d'un plan de communication pour le Drive to Store, c'est qu'il va falloir toucher le consommateur sur différents canaux. Même quand on se parle de digital, c'est assez large le digital. Et donc, il y a différentes sources possibles. Ça peut être de l'email, ça peut être le site internet du distributeur, ça peut être son app mobile, ça peut être une app, bien sûr, comme Bonial qui regroupe toutes les promotions et les offres des magasins. Donc, c'est cette multiplicité de points de contact qu'il va falloir gérer. Et du coup, une stratégie qui nous semble nous intéressante, c'est ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est finalement de jouer toujours sur cette complémentarité entre online et offline. Pour certains médias, je dirais que c'est des choses qui ont été faites depuis assez longtemps déjà et qui ont prouvé la valeur. Typiquement, la presse, depuis très longtemps maintenant, les annonceurs investissent en display, en opérations spéciales sur les sites de news. Pareil avec la télévision couplée avec du YouTube ou de la vidéo en ligne, c'est des choses qui se font beaucoup. Et donc, selon nous, on peut aussi faire la même chose et la même stratégie avec des médias plus traditionnels dédiés au Drive to Store. Typiquement, un des médias privilégiés pour le Drive to Store, c'est la radio. Mais c'est sûr qu'on peut trouver aujourd'hui des radios numériques, des plateformes de streaming qui sont intéressantes. Pour l'affichage directionnel, pareil, on a nos amis de Waze qui en parleront certainement un peu après. Mais voilà, c'est aussi une autre forme d'affichage finalement. Et puis, bien sûr, la boîte aux lettres, c'est aussi, par des plateformes comme Bonial, un moyen de toucher une autre audience complémentaire de ce qui se fait en offline. Et c'est cette stratégie qui nous semble intéressante en complémentarité. Et puis, c'est vrai que Delphine aussi en parlait, le digital va aussi apporter autre chose que le média traditionnel. Au-delà de l'audience, c'est aussi toute la mesure que ça va permettre de faire. Et je dirais qu'il y a deux informations intéressantes qu'on va pouvoir en retirer. D'une part, la mesure pour vérifier et mesurer du ROI. Combien de personnes ont été exposées à ma campagne, combien de personnes j'ai ensuite vues en magasin. C'est des choses qu'on peut mesurer de manière très précise maintenant. Et puis, on peut aussi générer un certain nombre de données et d'informations qui peuvent alimenter d'autres médias. Typiquement, c'est que dans le cadre d'un catalogue digitalisé, on va pouvoir savoir quelles sont les offres parmi ces catalogues qui ont le plus plu aux consommateurs, quels sont ceux qui ont justement pu permettre de mieux les convaincre. Et grâce à cela, c'est que le distributeur ou l'annonceur pourra pousser sur ces autres médias justement ces offres qui ont été particulièrement appréciées par ces consommateurs. Donc, c'est cette complémentarité à plusieurs niveaux qui est intéressante selon nous à jouer. Et donc, c'est de cette manière qu'on essaye d'accompagner nos clients dans leur stratégie Drive to Store, comme on le verra juste après avec Auchan, puisque à partir de toutes leurs offres, matérialisées sur la gauche de votre écran par un prospectus ou un catalogue, c'est l'illustration un peu classique, mais bien sûr, on peut travailler sur n'importe quel type d'offre ou de flux, ça peut être des flux aussi digitaux. On va aider l'enseigne, l'annonceur, à diffuser ses offres sur le digital, sur n'importe quel point de contact digital, pour contacter ces fameux 58% de consommateurs qui recherchent en digital ces offres en magasin. Et puis, une fois qu'on leur a touché avec le bon contenu sur la plateforme et sur son bon point de contact, on a de fortes chances de retrouver ce consommateur en magasin. C'est l'illustration de droite avec ce couple si content d'aller faire ses courses dans le point de vente pour vivre une expérience, comme l'a rappelé Fabien en début. En tout cas, une vraie continuité entre les canaux traditionnels et les nouveaux canaux digitaux, hein, donc, que vous avez pu mettre en place pour Auchan, hein, on va en parler.
Exactement, on va en parler à l'instant, puisque c'est vrai que voilà, avec Auchan, on a mis en place différentes stratégies qui permettent justement de remplir plusieurs objectifs. On va avoir des objectifs très tournés autour de la performance pour générer vraiment beaucoup de trafic en magasin avec ce catalogue qui est diffusé, puisqu'on va le voir dans un instant aussi dans les résultats, ce catalogue génère beaucoup d'engagement et donc permet vraiment une performance Direct to Store très bonne. Et puis couplé à des formats qui vont être plus branding ou plus visibilité, comme la vitrine thématique, comme la super banner. Et ça vont être joués justement en complémentarité des autres médias. Typiquement, l'offre Tefal que vous voyez sur la droite en super banner, c'est une offre qui est aussi relayée en radio, c'est une offre qui est relayée en presse. 10 pièces à 69,95 €, mais c'est une superbe affaire. Et voilà, c'est incroyable. C'est souvent ce qu'on oublie, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on a l'impression que les meilleures offres sont en e-commerce. Eh bien non, je vous confirme qu'en magasin, il y a des offres incroyables et c'est voilà, ce qu'on essaie de remontrer aux consommateurs. Ah, mais c'est passé, c'était jusqu'au 3 août. Zut. Zut. Mais mon petit doigt me dit qu'il y en aura peut-être d'autres prochainement. On espère. Stay tuned, comme on dit sur Bonne. Et donc, voilà, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Puisque c'est ce qu'on se disait, les chiffres et les mesures sont intéressantes. Typiquement, chez Auchan, ce qu'ils apprécient, c'est que voilà, ça permet vraiment d'avoir à la fois de la visibilité massive, de faire lire beaucoup de catalogues autour de ces points de vente. Ces catalogues permettent d'engager vraiment l'audience et je pense que d'un point de vue média, c'est hyper important aussi. Plus on va pouvoir capter l'attention d'un consommateur, plus on a de chances en fait d'intéresser ce consommateur. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que les consommateurs passent en moyenne 1 minute 40 sur les prospectus et les catalogues Auchan. Et c'est vrai, quand on a passé 1 minute 40 avec une marque, on a créé un lien qui fait qu'on a peut-être plus de chances d'aller voir ce qui se passe en magasin. Et donc, 28,5% de tous ces lecteurs se rendent ensuite dans un magasin Auchan. Et on peut même calculer le laps de temps qu'il leur faut pour venir en magasin. Et 70% d'entre eux vont venir dans les 3 jours qui suivent une lecture. Donc, c'est ça que recherche Auchan, vraiment de l'efficacité pour faire venir plein de consommateurs en magasin et des consommateurs rentables, puisque les ROI sont excellents. Très bien, bah merci beaucoup pour tous ces éléments. Et on le comprend avec Boniel, on est vraiment dans la continuité entre les leviers historiques comme le catalogue print et les leviers digitaux. Merci en tout cas pour ces éléments de présentation. On va passer à notre troisième speaker, Mallory de ce local, directeur du pôle agence et conseil. Bonjour Jérôme. Bonjour Mallory, ça va? Écoute, ça va super. Eh ben, c'est cool. Je vois que Bonjour à toutes et tous aussi. Tu as aussi un joli casque, j'ai changé de casque. J'ai un très beau casque de secrétaire, j'en suis ravi. Non, j'allais dire de contrôleur aérien. Aussi, tu peux, ouais. Téléopératrice, ça dépend. Alors, on va pas poser les avions, on va parler de la nouvelle donne pour le magasin et ses consommateurs post-crise. Évidemment, on en a parlé déjà, le Covid a accéléré la transformation pour beaucoup de retailers. Il y a effectivement une vraie nouvelle donne. Alors, tout d'abord, en fait, je vais commencer cette discussion par enfoncer quelques portes ouvertes parce que c'est toujours nécessaire. Mais ce qu'on a pu remarquer pendant la période sanitaire assez complexe que nous avons vécue, c'est qu'il y a une vraie évolution des consommateurs sur son rapport à l'espace et son rapport au temps. Aujourd'hui, en étant très souvent en télétravail, forcément, ça a remis en question son mode de recherche, son mode de consommation de manière assez profonde. Nous, on intervient quand même sur un niveau assez local. Bien évidemment, on travaille aussi au niveau national, mais de par notre maillage territorial, on a une bonne compréhension de ce qui se passe aujourd'hui en région. Alors, par exemple, si on parle du rapport à l'espace du consommateur, qu'est-ce qui change? Ce qui change, en fait, c'est qu'il y a un vrai besoin de l'ensemble des consommateurs de se réapproprier leur zone première de chalandise. Et ce qu'on a pu voir, en fait, dans l'ensemble des chiffres, notamment sur l'un de nos médias qui n'est pas jaune, c'est une croissance de manière assez conséquente de certains secteurs d'activité. Donc, effectivement, on a pu le voir tout à l'heure sur le cas d'Adot avec le food, mais c'est sûr que c'est une thématique qui est extrêmement centrale. Et on a vu que sur la GSA, on avait une explosion de 98%. On a vu que sur des thématiques comme la boucherie ou la charcuterie, les gens recherchaient justement à proximité de chez eux où ils pouvaient trouver leur boucher, avec des explosions de 83%. Le tabac ou encore la presse ont explosé de 140% en termes de volume de recherche. Donc, l'un des premiers éléments dans ce rapport à l'espace, c'est effectivement de reprendre connaissance de sa zone première de chalandise et de reprendre connaissance des commerçants qui constituent cette zone première de chalandise. Le rapport au temps, il a aussi évolué parce qu'en étant en télétravail, forcément, j'ai beaucoup plus de flexibilité dans la manière dont je vais consommer. Fini en fait de faire la grande messe du samedi, aller au supermarché en famille pour faire les courses.
Je suis chez moi, entre midi et 2, j'ai la capacité aujourd'hui, en semaine, d'aller faire mes courses. Et donc, du coup, ce rapport au temps a véritablement chamboulé le mode de consommation et aussi l'organisation potentielle des marques en face. Alors, un consommateur qui change avec cette crise Covid, dans son rapport à l'espace, dans son rapport au temps, ça a un impact forcément, évidemment, sur les retailers. Mécaniquement, ce qu'on a pu voir en fait de manière assez conséquente, c'est une vraie accélération de la transformation digitale des grandes enseignes que l'on connaît. Certains l'ont fait un peu à marche forcée parce que il fallait apporter justement ces moyens de répondre à cette nouvelle demande et ces besoins de flexibilité. Donc, je prends par exemple le click and collect. Certaines marques l'utilisaient plus ou moins fort. D'autres, du coup, ont tout de suite embrayé sur cette activation nécessaire en fait à leur activité et à leur CA. Et ce qu'on a pu voir aussi, parce qu'on accompagne à peu près 350 000 TPE-PME, dont notamment des restaurants, que le click and collect était devenu le seul moyen de continuer à faire une activité et donc du coup du business pendant cette période assez complexe que nous avons connue. Donc, c'est vraiment en fait sur l'ensemble de ces acteurs une véritable volonté et nécessité d'aller vers cette digitalisation entre guillemets nécessaire et forcée pour assurer et servir le consommateur. On a eu aussi, bien évidemment, et Geoffroy en parlait tout à l'heure, mais une vraie accélération sur la dématérialisation des actions marketing en local. Le catalogue est une illustration assez forte. Compte tenu du fait qu'on avait des vrais problèmes de distribution physique, certaines marques, au-delà des normes et des évolutions du législateur sur les aspects RSE, ont eu une volonté nécessaire d'aller vers cette digitalisation dans la distribution de leur catalogue, qui est un élément assez conséquent dans l'activité et dans le Mmh. commerce en local. Ne, Le se- ne dernier point, serait-ce ne serait-ce que pour gagner en réactivité. exactement, ne serait-ce que pour gagner en réactivité, mais aussi en fait voilà accompagner ce mouvement, là aussi encore une fois à marche forcée, d'aller vers cette digitalisation nécessaire dans le business de ces différents acteurs. Et le dernier point qui nous anime aujourd'hui, c'est effectivement le drive to store. Et le drive to store, on a vu post-crise la nécessité de réamorcer la pompe pour l'ensemble des marques enseignes, mais aussi en fait des acteurs en local. Fabien en parlait en introduction. Le physique, ce n'est pas l'épiphénomène peu nécessaire pour l'ensemble des enseignes en France. Non, c'est le cœur de l'activité. C'est là où elles font leur business. C'est la majorité aujourd'hui du chiffre d'affaires. Donc, il est nécessaire, lorsque je suis une marque à réseau, d'avoir une stratégie qui a vocation à venir alimenter mon réseau de distribution, parce que ce réseau me fait vivre aujourd'hui et assure ma croissance. Donc, les opérations de Drive to Store ont repris de manière assez conséquente, mais aussi sur des petits acteurs, des plus petits acteurs en local, qui ont eu cette volonté, là aussi, d'assurer ce réamorçage de pompe. Et nous, ce que l'on a vu depuis le début de l'année, fin 2020 et tout au long de l'année 2021, c'est qu'on a eu une véritable explosion du nombre de campagnes Drive to Store que l'on opère tant d'un point de vue national, bien évidemment, mais aussi et surtout d'un point de vue local et multilocal. On est sur une croissance, grosso modo, de 100-150% du volume de campagne que nous gérons sur la partie locale et multilocale. Et Alors, sur la partie nationale, plutôt 50%. Alors ça explose. Alors parlons justement de l'offre display de ce local, parce qu'on vous connaît évidemment historiquement pour les pages jaunes, mais aujourd'hui c'est bien plus que ça, avec une offre très puissante en matière de Drive to Store qui joue justement sur la complémentarité avec les pages jaunes. Exactement. La force que nous avons au sein de notre groupe, c'est qu'on vient en fait associer plusieurs capacités de distribution. Et l'une de nos premières capacités, qui est notre socle en fait aujourd'hui, c'est Page Jaune. Alors, Page Jaune peut paraître comme étant un média somme toute assez vieillissant. On peut l'entendre, mais en fait dans les chiffres, c'est pas vrai. Aujourd'hui, Page Jaune, c'est 4 à 13 sur 10 qui y vont tous les mois. C'est 180 millions de recherches mensuelles. Des recherches qui sont extrêmement, forcément géolocalisées, puisque c'est le sens même en fait de l'histoire, et qui vont toucher des acteurs et des consommateurs qui sont avec une intention de mobilité à très court terme. Mais quand je dis à très court terme, c'est qu'on a pu mesurer que dans les 48 heures à 72 heures, la personne ayant recherché sur Page Jaune se déplaçait concrètement sur le lieu qu'elle avait ou sur le magasin qu'elle avait recherché. Donc, c'est forcément en fait une puissance aujourd'hui avec une capacité de segmentation très granulaire qu'on apporte et qu'on met à disposition de l'ensemble des annonceurs. L'autre élément, et sur lequel on vient assurer cette complémentarité, c'est les porteurs de nos applications. En fait, nous, on se base dans les activations Drive to Store sur quelque chose qui est somme toute simple et qui est un peu technique, mais c'est le SDK. Le SDK, en quoi c'est intéressant, c'est que c'est on va dire la technique qui est la plus granulaire, la plus fiable en termes de ciblage et du coup de diffusion.
Je prends un exemple somme toute assez simple, c'est que sur nos porteurs, on a 7 millions de porteurs géolocalisables. On analyse 300 points de mobilité quotidiens. Alors, bien évidemment, la CNIL nous oblige à ne pas garder ces 300 points. On garde que les 7 principaux points d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est lorsque je reste plus de 3 minutes sur la même coordonnée GPS. Donc, de par le fait qu'on est embarqué dans 7 millions de téléphones, on a cette granularité et cette maîtrise en fait du comportement de mobilité de nos consommateurs. Lorsqu'on met en place des activations Drive to Store, on est capable de connaître avec précision à l'iris, au code iris, donc, qui est quand même le niveau granulaire le plus fin en termes de diffusion, et c'est ce qu'utilise notamment le catalogue. On est capable de bien maîtriser où il vit, où il travaille, mais surtout qu'est-ce qu'il fait en fait dans sa journée et quels sont ses points d'intérêt principaux au cours de sa journée. Vous jouez sur la complémentarité entre le catalogue et cette offre display très puissante? Alors, on joue sur cette complémentarité, ça veut dire qu'on est quelque part un relais potentiel pour venir diffuser ce catalogue, clairement, dans une campagne Drive-to, on vient mettre en fait le format que l'on souhaite, et donc ça nous arrive de mettre le format catalogue en complément sur des stratégies de diffusion locales et multilocales. Après, ce qu'on voit aussi, c'est d'un point de vue extension, un autre levier, on en parlera peut-être après, qui vient quelque part se jumeler de manière assez naturelle avec le Drive to Store, c'est le SMS. Alors justement, oui, il y a d'autres leviers effectivement chez Solocal en matière de Drive to Store. Bien sûr. En fait, le SMS a une complémentarité naturelle, comme j'expliquais, parce qu'il a cette capacité à avoir un ciblage qui va s'effectuer sur des codes iris particuliers. Donc, on a aujourd'hui 18 millions de profils en base. Bien évidemment, tout est 100% CNIL compliance. Et donc, ce que l'on fait de manière assez forte et avec des grands réseaux de distribution et magasin par magasin, franchisé par franchisé, c'est qu'on crée en fait des packs, je n'aime pas le terme, mais en tout cas, on a la capacité d'avoir magasin par magasin un potentiel adressable sur le Drive to Store classique, on va dire, et sur le SMS. Mais ce qu'on a pu voir aussi, parce que ça, c'est juste 2-3 éléments qui parlent vraiment Drive to, mais lorsqu'on parle aussi de l'évolution des marques et des consommateurs dans leurs attentes, on a pu voir aussi, et ce qu'on a réalisé de manière assez conséquente avec plusieurs marques, c'est le besoin aussi d'accompagner l'ensemble des enseignes dans une meilleure préparation, favoriser, on va dire, l'accueil et la réception du flot entrant en magasin. Avec la prise de rendez-vous? Avec la prise de rendez-vous, par exemple. Il faut avoir conscience aujourd'hui que certaines populations sont encore fragiles ou peuvent être fragiles par rapport au Covid. Malgré le fait qu'on ait un taux de vaccination très élevé, il n'en reste pas moins que certaines personnes, notamment les seniors, sont et peuvent être lourdement impactées par ça. Donc, ce qu'on a pu voir avec certaines marques, notamment des opticiens, il y avait un besoin en fait de proposer quelque chose qui, permettait encore une fois, via le digital, d'assurer une prise de rendez-vous pour faire en sorte que dans le flux entrant, on ait une bonne maîtrise du trafic, et éviter ce qu'on a pu voir post-confinement, des queues devant les magasins parce qu'il y avait une jauge à respecter. Donc là, on a intégré des solutions de prise de rendez-vous digital. Donc, on choisit le créneau et on est sûr de pouvoir arriver dans ce créneau et être reçu. Et ça s'appelle Click Rendez-vous. Hein, c'est ça, Click Rendez-vous. C'est une solution qui existe qui s'appelle Click Rendez-vous. Donc, depuis un certain temps maintenant, on travaille avec grosso modo 700 clients différents et on a une capacité européenne. Et l'autre élément et où on a fait progresser l'offre, c'est de travailler sur de la visio rendez-vous. Pour cette population justement un peu senior, il y a une vraie demande aujourd'hui d'avoir, en restant chez soi, des capacités d'être servi en magasin par une personne qui va me conseiller. Et donc, on a développé des modules visio pour une grande marque de l'optique dont je tairai le nom, qui est un de nos clients. Et clairement, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est de plus en plus quelque chose dont le consommateur a besoin et plébiscite ça. Mais ça peut être aussi applicable pour le retail qui va toucher en fait une population senior, donc avoir une personne qui me conseille, m'écoute et me donne le bon produit que je vais chercher derrière en click and collect. Alors, beaucoup de nouvelles technologies. Est-ce que vous traitez aussi la dématérialisation des catalogues? Alors, on le fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans le cadre d'opérations Drive to Store, sur lequel on va intégrer le format. On est en réflexion en fait sur pas mal d'autres éléments, notamment intégrer aussi dans les résultats de page jaune par rapport au magasin que je vais sélectionner, le fait de pouvoir consulter directement au sein de notre média le catalogue. En tout cas, c'est un sujet RSE aujourd'hui pour beaucoup de marques. Énormément. Et je pense que Geoffroy pourra en parler mieux que moi, mais c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important d'un point de vue RSE. C'est une certitude. En tout cas, on voit beaucoup de solutions à destination des retailers pour préparer le monde d'après. Comment est-ce qu'on peut évoquer ça? En fait, le monde d'après, je suis absolument pas devin et je manquerai totalement d'humilité en sachant la direction dans 3, 4, 5, 10 ans. La conviction qu'on a, c'est
lorsqu'on approche, en fait, le local aujourd'hui n'est plus l'épiphénomène ou le parent du pauvre qu'on a pu connaître. Le local a repris une place structurante dans les activations marketing des grosses marques et mécaniquement celles qui sont en local. Et par rapport à ça, il y a une vraie nécessité pour ces marques et pour les directeurs marketing de bien comprendre cet écosystème. Et c'est un écosystème qui est extrêmement fragmenté. Je vous donne un chiffre, il y a 1500 régies qui agissent au niveau local. Alors, 1500 régies, c'est la personne qui va vendre son panneau d'affichage à l'entrée d'une ville à une radio locale. Donc, il y a un panel en fait extrêmement complexe à appréhender. Donc, il est nécessaire pour les têtes de réseau, donc les directions marketing, d'avoir des solutions qui vont permettre d'assurer plus facilement, on va dire, cette flexibilité requise dans le cadre de déploiement et aussi de s'assurer que la communication locale, multilocale et donc nationale est tout à fait homogène. Et pour ça, la plateformisation de l'offre, s'assurer qu'on est capable de venir apporter une solution clé en main dans laquelle franchisés, têtes de réseau vont pouvoir activer de manière homogène l'ensemble des médias est quelque chose qui nous semble être la bonne direction et l'évolution naturelle dans les prochaines années. Merci en tout cas, Mallory, pour ce témoignage. Merci d'être so local, hein. On le sent, le local, c'est clairement un sujet d'avenir. Merci, Jérôme. On va donner la parole à notre quatrième speaker, Adrien. Bonjour, Bonjour. Adrien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour, responsable secteur grande consommation chez Waze Ads, qui va nous expliquer que la mobilité, c'est un maillon clé d'une stratégie omnicanal. Oui, tout à fait. Merci et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour clore cette session de webinaire très intéressante. Moi, je suis venu vous parler effectivement de la mobilité, mais surtout de l'importance de ce moment dans une stratégie omnicanal avec des objectifs direct to store, bien évidemment. Alors, pourquoi prendre le prisme de la mobilité pour parler d'omnicanalité direct to store? On l'a tous vu, on en a beaucoup parlé là depuis plus de 20 ans maintenant, avec l'arrivée du digital, le commerce n'a cessé d'évoluer et de se réinventer au gré des innovations technologiques. Ces innovations, elles ont aussi eu un impact sur notre façon à nous de consommer des biens, mais aussi de consommer du média. Ça crée de nouvelles opportunités pour les marques et les enseignes. Et aujourd'hui, l'enjeu qui est nôtre tous autour de la table, c'est évidemment l'omnicanalité, notre faculté à faire tomber cette fameuse cloison entre le monde digital et le monde physique, en mettant en place des stratégies omnicanales. Si tu passes sur la slide suivante, Jérôme, on va voir que de manière générale, le digital et le mobile, plus récemment, tu parlais de la décennie du mobile, mais c'est vrai que ça a eu un vrai impact sur l'émergence et l'évolution de tout un écosystème dont on fait partie, dont Waze fait partie. Mais de manière plus spécifique, en fait, Waze a permis d'intégrer le digital et ses innovations dans ce moment assez spécifique de la mobilité. Et justement, si on revient un petit peu plus en détail, si tu passes sur la slide suivante et qu'on regarde les tendances qu'on a sur la mobilité, on voit, on en a parlé également, la crise sanitaire, elle a eu un impact sur beaucoup de choses, mais aussi sur notre mobilité. On voit ici, sur le graphique que vous avez à l'écran, les navigations qu'on comptabilise sur Waze de manière globale depuis 3 ans. Donc, on voit les effets de la pandémie, bien évidemment, sur les courbes de 2020 en vert. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces navigations, elles ne cessent d'augmenter depuis 3 ans et voire même plus. Le nombre d'utilisateurs Waze aussi ne cesse d'augmenter. On a presque passé le palier des 17 millions d'utilisateurs uniques actifs sur le mois d'août dernier. Et donc, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la voiture est plus que jamais le moyen de transport privilégié des Français pour les trajets du quotidien, mais aussi pour faire ses courses. C'est l'extension de son habitat, on y est bien, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un moyen de transport privilégié. Donc, si on marque un petit temps d'arrêt, on voit, et on voit tous au quotidien, des technologies qui évoluent, des usages qui changent, un contexte, et là, on commence à en sortir, mais en tout cas qui a accéléré certaines mutations. Et tout ça, ça crée des nouvelles opportunités. Et parmi ces opportunités, il y a le moment de la mobilité sur lequel je vais revenir avec vous autour des stratégies que les annonceurs, les enseignes mettent en place sur Waze pour tirer parti de ce moment marketing particulier dans leur stratégie omnicanal et direct to store. Et je pense que c'est ça aussi qui est important.
Ces stratégies, très basiquement, elles tournent autour de 3 enjeux. Si tu passes, merci. Donc, c'est travailler en premier lieu sa visibilité et l'accessibilité de ses points de vente. Ça peut paraître un peu basique, mais quand on regarde de plus près, si tu vas sur la slide suivante, on a un chiffre qui est assez parlant. Quand on interroge les Wazer, l'emplacement, la proximité, c'est le premier critère de choix d'un magasin. Alors, bien évidemment, la qualité des produits, les prix, les promotions remontent, mais malgré tout, aujourd'hui, il est indispensable, il est essentiel pour un réseau d'enseignes que ces magasins existent dans le monde digital, tout comme ils existent dans le monde physique. C'est quelque part du bon sens paysan, mais c'est un prérequis, c'est de s'assurer que ces magasins soient visibles et accessibles quand les clients les cherchent. En termes de chiffres, on souhaitait partager ce chiffre-là. Si tu passes sur la slide suivante, Jérôme, on voit que ce travail de ce que nous on appelle chez Waze le presence management, alors on en parlait avec Fabien récemment, on ne savait pas si ce terme de presence management était vraiment acquis à tout le monde, donc je me permets de le placer ici. Mais en tout cas, ce travail de référencement de presence management, il a un impact sur le trafic en magasin, puisqu'on voit quand une enseigne référence ses magasins sur Waze, c'est en moyenne plus 7% de navigation générée, enfin de part de navigation, pardon, générée en magasin. Part de navigation, si on reste sur l'exemple de la GSA ici avec Aldi, donc de l'alimentaire, sur Waze en 2020, c'est près de 70 millions de navigations qui ont été générées vers les enseignes de l'alimentaire. Donc on comprend assez facilement qu'un point de part de navigation gagné au profit de ses concurrents, c'est un volume de trafic et de chiffre d'affaires associé très conséquent. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'était de travailler la visibilité et l'accessibilité de ces points de vente. Et ensuite, une fois que ce socle est bien établi, on va pouvoir aller animer ces zones de chalandise. Et nous, on parle de zones de chalandise digitale. Pour ça, on a un format qui s'appelle le takeover, qui permet de relayer au choix une actualité. Ça peut être une offre, une promotion sur les zones de chalandise de ces magasins. Et ça, c'est important. On parlait de local précédemment, c'est vraiment d'être au plus proche de ses clients et de ses prospects dans leur quotidien et à un niveau local. Cette mécanique, on va pouvoir la décliner de plusieurs manières. Donc là, à l'écran, vous avez l'exemple d'Aldi qui contextualise son message. 99% de viande française, ça vaut le détour, donc qui inscrit son message et son média dans ce moment de la mobilité. Et l'exemple sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est l'exemple qui suit. Sur la slide suivante, c'est un exemple qu'on a mis en place avec Auchan. Je ne sais pas si c'est mon écran qui bug ou si c'est toi, Jérôme. Excuse-moi, non, mais j'ai eu un… Voilà, super, ça s'affiche. Voilà, donc on parlait d'omnicanalité, de complémentarité des médias. On parlait précédemment aussi. Là, à l'écran, vous avez l'exemple dont Auchan opère son média et repique ses messages radio sur Waze, sur les moments de diffusion de ces spots radio. Donc, quel est l'intérêt? C'est de créer une caisse de résonance marketing au niveau local, donc reprendre son message, ses messages et ses promotions nationales et de les repiquer, de créer une caisse résonance au niveau local, donc d'émerger localement, mais aussi d'émerger face à la concurrence, puisqu'on sait que sur la radio, les acteurs de la GSA sont très présents. La radio qui est également très écoutée dans son véhicule, hein. C'est pour ça que vous jouez sur la complémentarité. Exactement, c'est un média historique de la voiture et Waze, c'est 100% des utilisations quasiment se font en voiture. Donc il y avait aussi un intérêt. Voilà, notamment le matin quand on part au travail, on écoute très souvent sa radio et on a aussi l'écran de Waze pour aider à se déplacer. Voilà, en général, on met d'abord la ceinture, on branche Waze et la radio et ensuite on tourne la clé pour aller au travail. Voilà, donc la complémentarité entre les deux médias. Exactement, et on a remis un petit testimonial de Mathieu Lepoutre que certains d'entre vous doivent connaître et que vous pouvez retrouver dans LSA si vous souhaitez approfondir le sujet. Le troisième enjeu, c'est accompagner les mobilités des Français. Alors pourquoi on parle des mobilités? Parce que tout au long de l'année, on se déplace, on va au travail, t'en parlais, on va déposer les enfants à l'école, on va faire nos courses, on part en week-end ou en vacances. Et donc, tous ces moments de la mobilité, finalement, ils sont aussi associés à des moments de consommation spécifiques.
Le prochain temps fort, j'enfonce une porte ouverte, c'est Noël. Donc, il y a 2 faits saillants sur cette période. À gauche, c'est une source Google Ipsos août 2021, c'est que le magasin physique va rester le lieu privilégié pour faire ses achats de Noël. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous autour de la table. Pardon. Et le deuxième chiffre qu'on va partager, c'est 80% des Wazers qui vont faire leurs courses en voiture. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on en parlait, ce moment de la mobilité, finalement, il est stratégique à la fois dans le parcours d'achat, mais aussi dans le parcours marketing des utilisateurs. Et si on regarde, on passe sur la slide suivante, et si on regarde de plus près le parcours d'achat, on remarque que les achats de Noël ils vont s'étaler sur plusieurs semaines. Ils ont déjà commencé. Moi, j'ai fait mon premier achat de Noël la semaine dernière. Je me suis même surpris à le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une temporalité avec laquelle tous les acteurs doivent composer, aussi une temporalité qui est liée à leur verticale de produits. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'adapter sa stratégie sur Waze pour maximiser l'impact de son mix média et générer un maximum de trafic en magasin. Et je pense que toutes les solutions dont on a parlé aujourd'hui ne se suffisent pas à elles seules. Il faut vraiment penser son mix média de manière générale. Et donc, pour conclure, comment tirer parti du moment de la mobilité, on l'a vu, je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment penser de manière très basique ces 3 enjeux. Mais plus globalement, je pense qu'il est important de réfléchir sa stratégie omnicanal en termes de complémentarité des supports et des médias. On en a beaucoup parlé, mais aussi en termes de moments marketing, de moments de consommation média pour avoir la couverture la plus optimale et le mix média le plus efficace possible. Right, Voilà, c'est un sujet qui n'est pas dans le label Drive to Store, mais qui est effectivement très pertinent. Ouais. Merci à tous. Eh ben merci. Et puis on n'hésite pas effectivement à vous rajouter sur LinkedIn pour en savoir plus sur les solutions Waze Ads. Merci en tout cas à tous ces témoignages qui montrent le dynamisme de l'écosystème Drive to Store aujourd'hui en France et toutes les solutions qui sont disponibles pour les annonceurs. Vous pourrez retrouver cette vidéo très rapidement sur la chaîne YouTube du marketing mobile et également sur le site de l'association mobilemarketing.fr. N'hésitez pas à rejoindre la Mobile Marketing Association et la commission de publicité présidée par Vadim, le groupe de travail sur le Drive to Store avec Fabien. On est présent donc, sur le web, on est présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. Et bien, merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous pour votre attention. Vous étiez près d'une centaine ce matin et à très bientôt. Au revoir.